Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Et je vais donc prendre le relais de l'exposé précédent. Donc vous savez maintenant que les anthropoïdes ont pénétré en Afrique relativement tardivement, autour de 40 millions d'années, avant 40 millions d'années, mais ils se sont considérablement diversifiés parce qu'ils ont trouvé de nombreuses niches écologiques qui leur convenaient, qui étaient libres, et ils ont évolué considérablement en Afrique, où ils ont donné naissance successivement aux cercopithécoïdes et aux hominoïdes, c'est-à-dire les cercopithécoïdes, c'est macaques, babouins, colobes, et les hominoïdes, c'est les grands singes sans queue. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'état des lieux concernant l'origine et l'évolution de ces hominoïdes, mais en Asie. En fait, comme vous pouvez vous en douter, en Asie, ils sont retournés à partir de l'Afrique. On pense autour de 18 millions d'années, de 18 à 16 millions d'années. Alors aujourd'hui, les grands singes sans queue sont présents en Afrique tropicale et en Asie tropicale. Et en Asie tropicale, ils sont représentés par deux groupes. L'orang-outan, seul représentant du groupe, et les gibbons. Alors, dans mon titre, les hominoïdes, je devrais inclure l'histoire des gibbons. Et malheureusement, il n'y a pas de fossile. Il n'y a qu'un seul fossile qui est disputé en ce qui concerne ses véritables affinités. Et en l'absence de quasiment tout registre fossile concernant les gibbons, je n'en parlerai pas davantage et je me concentrerai uniquement sur les autres singes que sont les orang-outans ou ponginés. Ces derniers vivent dans deux îles actuellement, un peu à Sumatra et un peu à Bornéo. Mais au cours du passé, ils avaient une distribution beaucoup plus grande des orang-outans. Et vous pouvez voir ici la distribution actuelle plus la distribution passée, il y a environ 2 millions d'années. Vous avez là le détail, début du Pléistocène, Pléistocène moyen, etc. Mais ici, vous avez la synthèse en grisé qui montre que les orang-outans étaient un groupe qui a eu un gros succès en Asie et qui a eu une très large répartition géographique. Ici, maintenant, je vais vous parler des hominidés asiatiques fossiles. Et sur cette projection cartographique, j'ai représenté les différentes formes connues en Asie du Sud-Est par différentes couleurs. Ici, c'est le royaume de l'Ankarapithèque, en Turquie. Ici, au pied de l'Himalaya, dans ce qu'on appelle les Sivalik Hills, le royaume du Sivapithèque et de l'Indopithèque. L'Indopithèque, c'est, pour certains auteurs, un gros Sivapithèque. Et en fait, vous voyez que dans le nord, dans le sud de la Chine, pardon, dans le Yunnan, vous avez le genre Lufengpithecus, alors qu'au sud, en Thaïlande et en Birmanie, vous avez le genre Corathpithecus. Nous parlerons plus tard du Gigantopithèque, parce que le Gigantopithèque est une forme récente qui fait son apparition brutale à 2,5 millions et qui s'éteint il y a 400 000 ans. Alors, cette carte vous montre, et cette diapositive, vous montre deux points importants de mon exposé. Le premier, c'est que la répartition géographique est très localisée. Vous voyez, chaque région a son genre particulier, et ce genre, par exemple le Sivapithèque, est représenté par 3 espèces dans un certain intervalle de temps, qui se répartissent dans un certain intervalle de temps. Alors donc, les grands singes sont très endémiques
contrairement à d'autres grands mammifères comme les cochons ou les bovidés, ils sont toujours localisés géographiquement et on ne connaît pas très bien quelles sont les barrières qui existent, qui les empêchent de se disperser. La deuxième chose qui apparaît sur ce tableau, c'est les âges. Les plus anciens grands singes asiatiques datent d'il y a 12,5 millions d'années dans les Sivaliks du Pakistan et de 12 millions d'années, ou 12,2 plus exactement, en Thaïlande. Autrement dit, toute cette histoire des grands singes asiatiques commence à 12 millions d'années et va conduire jusqu'à l'orang-outan actuel. Ces grands singes que je viens de vous énumérer, jusqu'à une époque très récente, y compris 2014, étaient regroupés dans ce qu'on appelle les ponginés, parce qu'ils partageaient, on considérait qu'ils partageaient un certain nombre de caractères communs, par opposition aux homininés, qui sont les singes, les précurseurs, les ancêtres de l'homme. Permettez-moi maintenant de faire deux parenthèses avant d'examiner l'histoire de chacun de ces genres. Cette première parenthèse concerne l'environnement. L'environnement à cette époque au Miocène moyen. Ici, vous avez une courbe de paléotempérature des eaux de profond océanique de l'hémisphère austral, élaborée à partir des isotopes de l'oxygène, c'est tout ce qui est en blanc, et élaborée en fonction du rapport magnésium-calcium du test des foraminifères benthiques, et qui sont d'excellents marqueurs de la température de l'eau, de fond des océans. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez un réchauffement entre 20 et 16 millions d'années, un réchauffement très important, suivi d'un refroidissement qui a atteint son pic à 13,9 millions d'années, suivi de fluctuations importantes de température qui évoquent par leur amplitude celles qui se produisent au Pléistocène, au Quaternaire. Et donc, ce climat du Miocène moyen, donc entre 16 et 12-11 millions d'années, était extrêmement fluctuant. En grande partie, on s'aperçoit de fortes variations à la même époque de l'extension de la calotte glaciaire antarctique. Ceci au moment du maximum froid, 13 millions 9, ceci au moment du maximum chaud, 16 millions d'années. Ce diagramme représente une compilation des données paléobotaniques simplifiées pour l'ensemble de l'Ancien Monde qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous voyez que entre l'Europe occidentale et le nord de l'Asie était couvert par une végétation que je n'ai pas voulu traduire parce que c'est toujours délicat de traduire les types de végétation, qui correspond à une forêt mixte chaude. Et c'est cette forêt mixte chaude qui a permis à des grands singes anthropoïdes de vivre, de se développer en Europe occidentale. Par contre, l'Afrique tropicale et l'Asie tropicale étaient recouverts à cette époque-là par une forêt tropicale à feuilles entières. Et ce qui m'a frappé, c'est que les deux reconstitutions qui se situent à des époques différentes, pendant le maximum de l'extension de la calotte glaciaire antarctique et le minimum, eh bien, vous voyez qu'on note très bien ici, vous voyez que la végétation, dans ces deux domaines, n'a pratiquement pas changé.
La géographie de l'Asie du Sud-Est n'a pas beaucoup changé, sauf que, à cette époque-là, Bornéo était rattaché à la Thaïlande et à la Malaisie. Et évidemment, comme vous voyez, Sumatra et Java étaient sous l'eau, sous une faible épaisseur d'eau. Mais ça, c'est à 15 millions d'années. Pour le reste, la géographie était relativement identique à ce qu'elle est aujourd'hui. La deuxième digression que je voudrais faire, c'est de passer en revue quelques-uns des caractères utilisés pour établir les relations de parenté entre ces différentes formes de grands singes, notamment asiatiques. Ici, vous voyez par exemple la denture antérieure est très importante, la forme de la canine, la forme des incisives, l'épaisseur de l'émail, la taille de la M3, de la troisième molaire par rapport à la deuxième et à la première, la forme des canines, les ridulations que l'on peut observer sur l'émail, la symphyse, sa forme et son orientation, que vous retrouvez ici, un détail des symphyses de toutes ces formes asiatiques, et vous voyez qu'en H et I, vous avez une représentation de symphyses de mâles et de femelles de orang-outan, et vous voyez qu'elles sont faiblement inclinées. C'est un caractère qu'on le retrouve sur ces deux formes, qui sont des formes de Thaïlande et de Birmanie, dont nous reparlerons bien entendu, qui s'opposent par l'inclinaison, la faible inclinaison de leur symphyse, à toutes les autres formes du groupe, qui sont plus verticales. Autre caractère utilisé, la forme du crâne. Ici, un crâne ancestral d'un proconsul de 20 millions d'années en Afrique, donc c'est la base de l'origine de tous les grands singes plus récents. Et vous voyez qu'il y a une évolution que l'on appelle vers l'Aérorhynchie, avec une face concave dirigée vers le haut, et une évolution que l'on désigne sous le nom de Clinorhynchie, avec un crâne plus long, avec une face orientée verticalement, courte, et avec un certain nombre de modifications de points crâniens particuliers. Un autre caractère très important, à mon avis, c'est les relations entre le prémaxillaire et les processus palatins du maxillaire. L'état primitif que l'on trouve chez beaucoup de primates, c'est une déconnexion totale avec une ouverture, un fenêtre, un foramen incisif important ici, entre ces deux structures. Mais souvent, quand le prémaxillaire s'allonge parce que les incisives grossissent, notamment leurs racines, il y a recouvrement plus ou moins important, comme par exemple ici chez le chimpanzé, ou non-recouvrement, comme chez le gorille, ou un très fort recouvrement, comme chez l'orang-outan, qui donne naissance à ce moment-là à un canal qui relie des fosses internes et une fosse externe, palatine, le foramen palatin. Ces relations sont extrêmement importantes pour établir des relations de parenté entre ces différentes fossiles. Autre caractère concernant le prémaxillaire, sa terminaison. Elle peut être abrupte, comme ici et là, en marche d'escalier, ou elle peut être très progressive et très fine, comme c'est le cas chez l'orang-outan. Tous ces caractères, nous allons les revoir lorsque nous passerons en revue les différents fossiles. Le Civapithèque, ici représenté par le Civapithecus civalensis, trouvé par les longues fouilles menées par l'équipe du professeur David Pilbeam à Harvard, jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la découverte de cette pièce magnifique, la plus complète, qui a permis de résoudre
pas mal de problèmes qui traînaient à l'époque. En particulier, je vous rappelle que pendant longtemps, la femelle du Civapithèque, appelée Ramapithèque, avait été considérée comme l'ancêtre de l'homme. C'est la découverte de ce fossile et d'autres fossiles, mais surtout de ce fossile qui a permis d'enterrer définitivement cette hypothèse. Les Civapithèques, ils sont représentés au Pakistan et en Inde entre 12,5 et 8,5 millions d'années par 3 espèces. Et ces 3 espèces ont des caractéristiques de la face et du maxillaire d'orang-outan, à savoir les orbites sont ovales allongées et l'espace interorbitaire est étroit. Ensuite, ici au niveau nasal, au niveau des relations entre le prémaxillaire et les processus palatins du maxillaire, on trouve une disposition identique à celle des orang-outans. À cela s'ajoutent aussi les grandes incisives centrales que l'on partageait avec les orang-outans. Autrement dit, la face, les orbites, le prémaxillaire et son organisation sont des caractères qui témoignent d'un fort rapprochement du Civapithèque de l'orang-outan. Mais il n'en est pas de même pour tous les caractères. Les dents sont très différentes de l'orang-outan. Les mâchoires sont très différentes de celles de l'orang-outan. Les humérus que vous voyez là, les 2 humérus appartenant à 2 Civapithèques différents, une espèce de grande taille, une espèce de taille moyenne, sont courbés, alors qu'ils sont rectilignes chez les organismes suspenseurs qui pratiquent la brachiation, l'orang-outan et le chimpanzé. Et ils ressemblent par leur courbure à celles que l'on trouve chez le babouin. Ceci signifie, d'après les anatomistes fonctionnels, que ce type de membre antérieur correspond à une locomotion quadrupède arboricole, c'est-à-dire que, apparemment, le Civapithèque se déplaçait dans les arbres en marchant sur les branches à 4 pattes comme un babouin et non pas en se suspendant en branche et en se balançant d'une branche à l'autre, comme chez les singes suspenseurs. À première vue, on pourrait dire que c'est très simple, très facile à expliquer. Le crâne est en avance en direction de l'orang-outan par rapport à l'appareil locomoteur qui est en retrait et qui est resté primitif, celui d'un quadrupède arboricole. Mais si cette hypothèse est retenue, elle pose un autre problème immense, à savoir que l'adaptation à l'arboricolie de l'orang-outan aurait été acquise indépendamment au cours d'une évolution totalement parallèle de celle des chimpanzés, alors que traditionnellement, on a tendance à considérer que ce type de locomotion était hérité en commun par les 2 branches hominées ponginées à partir d'un ancêtre commun. On peut se poser également une autre question, à savoir pour un singe qui vit dans une forêt tropicale, qui lui fournit tous les fruits qu'il lui faut, quel est l'intérêt pour de passer éventuellement de ce type d'appareil locomoteur à ce type d'appareil locomoteur, c'est-à-dire de suspenseur à quadrupède. C'est ce que propose notre collègue David Beggen de l'Université de Toronto. Il considère que cette adaptation à la marche quadrupède est secondaire à partir d'ancêtres qui possédaient ce type d'appareil locomoteur. Mais quel est l'intérêt pour un singe qui vit dans la forêt, qui a des fruits, de changer son mode de locomotion alors que la forêt ne change pas? Une troisième hypothèse,
qui a été proposé, c'est que les caractères d'orang-outan de la face du Civapithèque sont des caractères qui ont été acquis en parallèle à ceux de l'orang-outan. Donc, de nouveau, évolution parallèle d'un ensemble de caractères crâniens pour lesquels on ne connaît pas la signification fonctionnelle, à quoi correspond cette adaptation de ces orbites étroits, allongés, de cet espace orbitaire étroit, etc., etc. Donc, vous voyez que le Civapithèque, bien qu'il soit représenté par du beau matériel postcrânien, crânien et de nombreux restes, eh bien, pose plus de problèmes qu'il n'en résout, ce qui est une tradition paléontologique. Dans le Yunnan, au nord de la Chine, on trouve un nombre très important de fossiles collectés par nos collègues chinois, représentés par le genre Lufengpithecus, 3 espèces qui se succèdent de 11 à 6 millions d'années. Par rapport à un crâne d'orang-outan, vous voyez que ça n'a rien à voir. Les orbites sont carrées, rectangulaires. L'espace interorbitaire, bien qu'il soit un peu écrasé, mais ne masque pas que l'espace interorbitaire est large, très large. Les incisives sont très allongées, étroites, les canines aussi allongées, pointues, étroites. Bref, on voit tout de suite que ça ne correspond pas à un orang-outan. Pourtant, ce fossile a été longtemps rangé dans les ponginés, en particulier parce qu'il possède des microplissotements de l'émail comparables à celui de l'orang-outan. Mais c'est tout. Pour le reste, les incisives inférieures très allongées, des canines très minces et très coupantes, suggèrent un autre mode de régime alimentaire. En plus, le squelette postcrânien de ces Lufengpithecus est relativement bien connu et il est suspenseur, sans aucune nuance. Et on considère aujourd'hui, un certain nombre d'auteurs, un nombre croissant d'auteurs, considèrent aujourd'hui que ce Lufengpithecus n'a rien à voir avec les ponginés, avec le groupe des orang-outans, et donc doit correspondre vraisemblablement à un homininé, et il est rapproché de formes connues en Europe centrale d'homininés. Mais il pose un problème qui est celui du peuplement de l'Asie par les hominidés, que l'on considérait comme unique, donnant naissance à la radiation qui conduit aux ponginés. Or maintenant, on est obligé d'admettre plutôt une double migration d'une forme du centre de l'Europe, de l'est de l'Europe vers la Chine, et d'une autre forme au sud de l'Himalaya, vers l'Asie du Sud-Est. En Thaïlande, on a trouvé également un autre genre de grands singes, le genre Coradpithecus, dans une mine de charbon au nord de l'extrême nord de la Thaïlande. Les fossiles proviennent de cette mine, de ce niveau de lignite, et puis des petits autres niveaux de lignite qui l'accompagnent. Il présente un certain nombre de caractères d'orang-outan qu'on retrouve chez les orang-outans, comme ces énormes incisives centrales, comme le lobe postérieur de la P4 très étendu, des petits plissotements de l'émail, un fort dimorphisme sexuel, mais malheureusement ce ne sont que des dents isolées qui pourtant ressemblent beaucoup à l'orang-outan actuel. Le problème, ce qui est intéressant, avant le problème de la datation, c'est que dans ce même niveau ont été trouvées toutes ces dents. On a un diagramme polynique à relever l'abondance d'une plante
un arbre qu'on appelle le syzygium, qui est une myrtacée qui produit des fruits qu'adorent les grands singes et que l'on retrouve également en Afrique. Et en Afrique également, les grands singes africains adorent se nourrir des fruits de ce syzygium. Voici un exemple de la forêt de syzygium. Donc, on a vu l'environnement. On arrive maintenant à l'âge. Ici, Mouloud Benami, notre laboratoire, le paléomagnéticien de notre laboratoire, oriente un échantillon qui vient de forêt pour reconstituer la polarité magnétique des couches. Cette polarité magnétique se décline en 3 anomalies et vous voyez qu'on a l'embarras du choix pour les corrélations. La solution de l'âge de ce site est venue d'une autre mine de charbon, une immense mine de charbon, la mine de Memo, dans laquelle les travaux humains ont dégagé une coupe de 450 mètres d'épaisseur qui a permis d'établir une magnétostratigraphie très précise et de découvrir un niveau de cendres volcaniques dans un niveau bien daté de 12,2 millions d'années. Cette cendre volcanique, nous l'avons retrouvée dans ce site et nous avons fait faire des analyses géochimiques qui ont montré qu'elle partageait les mêmes marqueurs géochimiques qui provenaient donc de la même éruption. Et nous avons donc pu dater ce site exactement de 12,2 millions d'années. Mais un autre endroit de la Thaïlande, dans le nord-est de la Thaïlande, des sablières très exploitées de façon très particulière, puisque ce jet d'eau amène de la boue au fond de la carrière, cette boue est absorbée, filtrée, tamisée, et le sable est ainsi séparé. Il s'agit de dépôts fluviatiles charriant de très nombreux troncs d'arbres carbonisés, dans lesquels, avec des stratifications entrecroisées qui montrent qu'il s'agit d'un courant très fort, associé avec de nombreux fossiles de mammifères qui nous permettent de conclure sur un âge compris en gros entre 9 et 7 millions d'années, c'est-à-dire beaucoup plus récent que le site précédent à Corathpithecus. Voilà la mâchoire du Corathpithecus piriae qui provient de ce site. Il partage un certain nombre de caractères avec les dents plus anciennes, mais il en apporte d'autres, comme la forme de la symphyse, qui est très faiblement inclinée. Il présente également d'autres caractères d'orang-outan, comme la canine, la grande largeur de la région incisive, et surtout l'absence de traces d'insertion du muscle digastrique antérieur, qui est une particularité anatomique exceptionnelle des orang-outans. Et donc ce caractère très particulier et très rare chez les fossiles, puisque c'est les seuls fossiles qui le possèdent pour le moment, rapproche considérablement cette espèce des ancêtres de l'orang-outan. Sa symphyse est très peu inclinée. Vous voyez ici la symphyse de ce fossile et la variation observée dans les symphyses d'orang-outan. Vous voyez que cette symphyse très faiblement inclinée s'oppose à tous les autres fossiles asiatiques qui sont représentés ici. Mais ce n'est pas fini. En prospectant la Birmanie, des dépôts du Miocène supérieur de Birmanie, dans la région centrale de Birmanie, voilà une idée des affleurements, des couches de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Voilà un site qui a livré un reste d'hominoïde. Nous avons pu recueillir une molaire supérieure d'hominoïde et une mandibule, qui est représentée là, et qui est une mandibule qui présente encore toutes les caractéristiques du genre Corathpithecus, en particulier une symphyse mandibulaire faiblement inclinée, comme on l'a vu dans le cas précédent.
Ici, il s'agit d'une forme de plus petite taille. Son âge est encore plus difficile à déterminer parce que la polarité magnétique est unique, elle est normale, donc on a le choix dans toute cette échelle, mais heureusement, un fossile a livré la clé de l'âge, un Mericopotamus medioximus, connu dans les Sivaliques entre 10,4 et 8,6 millions d'années, nous apporte la meilleure fourchette que l'on puisse espérer pour dater ce fossile. Enfin, un autre fossile dont je n'ai pas parlé, de Turquie, l'Ankarapithecus, présente quelques caractères qui ressemblent aux orang-outans actuels et aux formes fossiles que j'ai évoquées tout à l'heure, le Sivapithèque et le Korapithèque. Mais il est beaucoup plus primitif, en particulier par sa région naso-alvéolaire ici, et qui est encore primitive, telle que conformément au modèle que je vous ai montré au début de cet exposé. Et donc, certains auteurs, néanmoins, considèrent que les orbites ne sont pas trop éloignées les uns des autres. Il y a une autre face que je n'ai pas représentée ici. Que ça pourrait être une forme très ancienne, basale, des ponginés. Mais tous les auteurs ne sont pas d'accord et certains le placent avant la divergence ponginée-homininée. Le post-crânien associé à ce fossile de Turquie est vieux de 10 millions d'années et relativement fragmentaire. Il est disputé et apparemment ce n'est pas un suspenseur non plus, au sens parfait du suspenseur que l'on connaît chez les dryopithèques et chez les grands singes actuels. Alors en termes de relation de parenté, vous voyez que pour le moment, on maintient le Korapithèque comme le plus proche de Pongo, le Sivapithèque une forme indépendante de ponginés, à l'intérieur des ponginés, tout ça ce sont les ponginés, l'Ankarapithecus sans doute plutôt à la base des ponginés. Par contre, le Lufengpithecus, lui, il a quitté les ponginés et il se trouve avec les ancêtres de l'homme. Mais c'est une hypothèse, parce que cette hypothèse implique ici que les caractères de la face et des orbites du Sivapithèque ont été acquis parallèlement à ceux de Pongo. Par contre, si l'on n'admet pas cette interprétation, on retombe sur l'association classique du Sivapithèque et du Pongo, et le Korapithèque apparaît comme une lignée indépendante, plus indépendante des deux autres, et à ce moment-là, la perte des muscles antérieurs digastriques sur la mandibule serait dans ce cas un phénomène d'évolution parallèle chez cette forme-là. Reste le Gigantopithèque, singe géant qui apparaît il y a 2,5 millions d'années en Chine, mais aussi maintenant en Thaïlande, nous avons trouvé une dent. Et ce Gigantopithèque, on le range généralement dans les ponginés, dans les grands singes, mais il apparaît brutalement en Chine et en Asie du Sud-Est il y a moins de 2,5 millions d'années et il s'éteint il y a 400 000 ans. Alors, on a utilisé une technique, les isotopes du carbone 13, en collaboration avec le professeur Beaucherins de l'université de Tübingen, pour comparer les régimes alimentaires de ces gigantopithèques avec celles de l'orang-outan. Et pour ce qui est des grottes de Thaïlande, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de différence. Le gigantopithèque mangeait la même chose que l'orang-outan. Comment il cherchait sa nourriture? J'avoue que je n'ai pas de réponse à proposer. Avec ses 300 kilos, je ne pense pas qu'il puisse grimper aux arbres aussi facilement que l'orang-outan. Par contre, on a dit pendant longtemps qu'il se nourrissait de bambou, ce qui est faux parce que, comme vous le voyez,
le panda, il a des valeurs isotopiques beaucoup plus faibles, plus négatives, parce qu'il vit au sol. Et on peut donc exclure, grâce à ces points, qui depuis ont été complétés, je vous rassure, on peut conclure qu'il ne mangeait pas de bambou. Enfin, on peut examiner les orang-outans. Les orang-outans mangent la même chose, ça ce sont les actuels, au-dessus ce sont les fossiles de Chine et de Thaïlande. Et vous voyez qu'ils ne changent pas leur régime alimentaire, contrairement à une note qui est publiée il y a quelques jours, où les auteurs disaient que les orang-outans ont profité de l'absence de l'homme au cours du Quaternaire ancien et moyen pour envahir la zone de savane. Eh bien, vous voyez que les orang-outans sont en fait toujours restés dans leur domaine de compétences identique à l'actuel. Sinon, les autres données nous montrent qu'à l'époque, il y avait évidemment des brouteurs d'herbes en C4 et des brouteurs d'herbes en C3 qui vivaient dans la forêt, des formes qui vivaient dans la forêt et des formes qui vivaient dans les savanes. Mais nos grands singes, eux, sont toujours restés à l'intérieur, cantonnés dans les forêts. Alors, qu'en est-il de l'origine des gigantopithèques? Eh bien, je vous dis, on a plusieurs hypothèses. Certains pensent qu'une des formes géantes de Civapithèque, appelée l'Indopithèque, pourrait être un ancêtre des gigantopithèques, sauf qu'il a vécu à 4000 km de là et qu'il n'y a aucun intermédiaire qui puisse étayer cette hypothèse. En Birmanie, il y a maintenant un autre fossile dont le poids est estimé à peu près 200 kg, avec des dents énormes qui présente des caractères dans son maxillaire, présente des caractères de Corathpithèque. Autrement dit, voilà un Corathpithèque géant du Miocène, avec des racines de dents énormes et une massivité considérable, qui pourrait aussi être représenter un ancêtre du gigantopithèque. Malheureusement, le gigantopithèque n'est représenté à l'état fossile par aucun maxillaire, uniquement 4 mâchoires et des milliers de dents isolées. Aucune mâchoire supérieure ne peut être comparée à cette forme, qui est pour le moment en étude dans notre laboratoire. Alors, pour conclure, je vous dirais que je vous ai présenté un petit aspect, un état des lieux des grands singes ponginés d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud. Le message que je voudrais vous laisser, c'est que les fossiles sont très rares, qu'il se passe environ 10 à 15 ans avant de découvrir une nouvelle pièce pour faire avancer le débat, et que même quand vous avez beaucoup de pièces crâniennes, post-crâniennes, dentaires, comme c'est le cas du Civapithèque, les problèmes sont considérables parce qu'on n'a pas accès à des approches statistiques vu la grande rareté des fossiles. Et je vous remercie de votre attention.